Ah, Yomeniki, vous connaissez ce nom si vous avez traîné plus de 30 minutes sur la partie arabe internet. Simple jeu indépendant sorti en 2004 qui a connu une véritable effervescence grâce à internet. Et c'est à juste titre. Pas besoin de vous expliquer plus, on va lancer le jeu et on va s'y perdre. Bonne vidéo. Ok, je viens de spawn dans cette chambre, je vous laisse quelques temps pour observer. On a une étagère, une télé, une console, des papiers, un bureau et un lit. Une chambre, tout ce qu'il y a de plus classique quoi. Au fond, il y a une porte qui nous mène nulle part, puisque Madotsuki ne veut pas l'ouvrir. Mais heureusement, il y a aussi une sortie en bas. Ok, c'est nul. Puisqu'on est coincé là, intéressons-nous aux objets. La télé ne marche pas. Bon, la console marche, mais le jeu est pas ouf. Je peux m'asseoir sur le bureau et c'est tout. Vous l'avez compris, je pense, le jeu ne se passe pas dans cette pièce. Mais où est-ce qu'il se passe alors ? Je crois que j'ai ma réponse. Le jeu se passe dans nos rêves. Mais non, pas trop. Quelques petites choses ont changé. La console n'est plus là. La télé marche. Elle marche très bien même. Des détails comme ça dans le jeu, il y en a plein. Vous commencez à comprendre pourquoi il est autant estimé sur internet. Ok, donc on a 12 portes en forme de rond. 12 est un nombre de perfection, d'harmonie, de fin d'un cycle. On va passer la première porte et vous allez être déçus. Ce que je veux dire, c'est que c'est le monde le moins flippant ou étrange, mais en même temps, il introduit beaucoup de notions de ce jeu. Ok, bienvenue dans le Forest World. Des arbres, des limaces, des grenouilles et des créatures incaouestes en fond. Ces créatures-là vont être présentes dans quasiment tous les mondes et naturellement se poser question, c'est quoi ? Je vais pas vous le dire maintenant, j'ai une hypothèse qui nécessite pas d'avancer beaucoup dans le jeu pour la comprendre, mais je vais quand même vous la dire plus tard. Bref, ce monde est pas ouf. Il y a juste quelques moments intéressants. Par exemple, quand j'ai rencontré cette grenouille qui m'a donné un effet. Un effet, en gros, c'est une apparence qui permet de faire certaines choses. Attirer des personnes, faire tomber la pluie, aller plus vite ou tuer. Il y en a 24 dans le jeu et il faut tous les avoir pour le finir. Et le second moment intéressant, c'est quand j'ai traversé ce portail. Ok, je suis enfermé, je peux plus m'en aller. Ce truc là qui m'a enfermé, c'est une Taurine Ingen, soit en traduction littérale un humain oiseau. Le nom est bizarre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous emprisonne si on la touche. Donc faut pas les toucher. De retour ici, je vais devoir la contourner et toucher ce téléporteur. Ça paraît facile, ça l'est, mais pas pour moi.
C'est bien cool tout ça, mais là je suis dans l'enfer. C'est un hub caché qui mène à plein d'endroits. Sauf que c'est un putain de labyrinthe impossible de s'y retrouver. Ouais, vous comprenez, ce jeu est bizarre. Je vais profiter de ce voyage en train pour vous raconter une histoire. Il existe une fille qui vit dans ses rêves, très étrange d'ailleurs, car dans la vie réelle elle a quelques problèmes. Sauf qu'elle revoit ses problèmes en rêve. Les brutes à l'école qui le martyrisent, ses différentes personnalités. Cette fille a une vie étrange, on peut se poser plein de questions sur elle. Qui est-elle? Pourquoi s'enferme-t-elle? Où sont ses parents? Quels sont ses problèmes? Toutes les réponses sont disséminées dans ses rêves, car ils sont son inconscient. J'ouvre la porte, je sors du train, je vais vers l'ouest au bord de la mer. Des filles restent ici, statiques, aucun mouvement ne les trahit à part celui de leurs cheveux dans le vent. Le seul chemin pour continuer est cette passerelle. Ok, j'en ai fait plus, celui de la sorcière, c'est le deuxième, c'est cool. Il va nous être utile dans très très longtemps. Devinez le nom de ce monde. Normalement c'est pas très difficile. Oui, c'est le Number World, le monde des nombres. C'est le cas pour quasiment tous les autres mondes qui vont venir après. Il est pas très intéressant lui-même. Il y a quelques créatures bizarres en forme de Sharingan, des nombres par terre, des fresques bizarres et des portes. Ça c'est intéressant. C'est lampadaire un peu partout, c'est la principale et presque la seule caractéristique de ce monde. Bon, il est très vite ennuyant. La seule chose intéressante, c'est ce monsieur lampadaire qui nous donne un nouvel effet. Et ça. Vous savez ce qu'il y a dans l'armoire? Ah non, vous savez pas. C'est l'animation qui se réalise quand on appuie sur 1. Ouais, cet endroit par ça est inutile. Ok, si vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, j'ai récupéré un nouvel effet en touchant cette guillotine. Il n'y a presque plus rien à trouver dans ce monde sauf un endroit extrêmement fou et une petite révélation, donc passons bien sûr au prochain monde. Si vous êtes épileptique ou un truc comme ça, attention à aller regarder une autre vidéo. Ouais, ce monde est coloré, il y a plein de couleurs partout, c'est cool, et en plus il y a énormément de petits monsieur. Et à part ça, bah... il est un peu nul. Hein. Non, j'abuse, il y a un petit effet bien caché parmi toutes les créatures. Et aussi il y a une porte. Ce monde est pas du tout décevant. Regardez, cette pyramide, elle fait peur. Et aussi, regardez ici, il y a les deux téléporteurs. Oh, c'est vraiment étrange. Non, honnêtement, ce monde pue la merde. C'est parti pour marcher approximativement beaucoup de kilomètres. Ok, Naï, j'ai trouvé une sortie.
C'est quoi ce truc? Par la commune de Yumeniki, il est nommé Mizume. Voyons sa description. Créature serpentine qui peut être utilisée d'aucune manière et qui n'est que pure décoration. Ok, elle est très utile. Plus sérieusement, pour mettre un peu de tension et d'étrange, oh, regardez ça. Ce truc multicolore graille un bidule jaune. Mais avez-vous remarqué que cette créature n'est pas genrée? Comme toutes les créatures du Neon World, en plus, elle fait que manger, mais elle devient pas grosse. Elle est atteinte d'hypothyroïdie ou une maladie dans ces eaux-là. L'hypothyroïdie, en gros, c'est une maladie qui fait que tu manges beaucoup, mais que tu prends pas de poids. Bref, cette créature a des problèmes corporels. Plus loin, il y a encore une autre créature. Celle-ci est bien différente. C'est une des créatures qu'on va retrouver le plus dans ce jeu. Il y en a plusieurs versions, des marrons, des blanches ou des grises. Celle-ci me TP dans un monde, dans leur village. Ce PNJ ressemble aux autres, mais ce monde est... vous savez ce que je vais dire sûrement, et il est pixelisé. Il y a plusieurs versions de ce monde qui se nomme le FC World dans le jeu. Celui-là me mène vers cet endroit, vous demandez sûrement. Là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que veut dire ce monsieur qui me dit des suites de chiffres et c'est 3 totem ici? C'est une bonne question, je sais pas. Mon taux d'explication apporté est très faible, j'avoue. Regardez, je fais squish squish avec l'effet du même nom. Le Shield Folk World est, comme son nom, incompréhensible. Au fond, il y a des créatures semblables à des singes. Au sol, il y a des poissons blobs, des yeux qui sortent du sol et des bonhommes boucliers à fourchette. Si le but c'était d'être bizarre, c'est réussi. Bonjour, je vais pas vous montrer toute ma progression en sous-sol car elle est très longue. Il y a juste quelques moments mémorables. Lorsque j'ai rencontré une certaine Oni qui m'a donné un effet à son effigie et aussi à cet escalier très long et qui m'emmène dans un endroit fermé où je peux pas m'échapper. Quoi il sert alors? À rien. Bon aussi il y a ces endroits, les géométries distordues ou bizarres. Et on a fait le tour de ces sous-sols. Il est sympa, hein, mais un peu inutile. Bon, je vous préviens, le 5e monde est plutôt lugubre, sombre, obscur, tout ce que vous voulez. Ces messieurs en forme de cône là, c'est des walking candles, des bougies marchandes, ouais. Mais à part ça, il est un peu vide. Sauf ce petit dwarf qui me donne un nouvel effet. Vous faites chier, hein. Allez mon dieu. Ok, là je vais prendre une décision. Je vais aller prendre un nouvel effet qui se trouve bien après dans le jeu, car il va nous débloquer des nouvelles possibilités. Le couteau, le fameux. Alors il va nous servir à découvrir pas mal de choses, surtout dans le Number World. Commençons soft. Ici il y a ce personnage qui m'empêche de passer. Voilà, ça c'est fait. Cette pièce avec tous ces mobs, c'est la Strapping Room.
Ok, me voilà au truc bleu, mais on peut pas interagir avec lui. Ma déception est à son paroxysme. Ce truc, en fait, quand tous les mobs sont tués, il ressemble à ça. Certains disent que c'est un paysage, moi je pense plutôt que c'est un masque. Ok, la révélation, elle va pas être ouf, mais elle permet de répondre à une question. Dans cette salle, on a une Tauren Ninja, mais en gentille. Elle nous veut pas de mal. Mais si je la poignarde, elle devient méchante. Se dire que les Tauren Ninja sont des dames poignardées, ou des dames mortes, tout simplement. Mais pas mortes dans l'esprit mort-vivant ou zombie. Je pense mort dans le sens morte de l'intérieur. Il y a plus rien de bon en elle. Et qui est pas sympa, qui veut du mal à Madutsuki dans la vie réelle, qui est de sexe féminin, qui est grande et bien vêtue. Les filles populaires dans les écoles. Voilà ce que sont les Tauren Ninja. Des filles pourries de l'intérieur par la popularité ou un bail comme ça. Ok, vous connaissez cette créature, vous connaissez cette haine cachée. C'est le deuxième le plus utilisé venant du Humaniki après Ubo. Et cette porte, au fond, là, nous ramène dans le hub. Ah, peut-être pas en fait. Natsuki se réveille d'elle-même, en sursaut, comme si c'était un cauchemar. Retour à notre progression normale. On va aller dans le 6e monde, l'un des mondes contenant le plus d'indices sur l'identité du Meiki, donc ouvrez bien vos yeux. Bienvenue dans le Able World. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des bras, des jambes, des yeux, bref, des organes quoi. Aussi il y a ces têtes qui s'appellent des Pierre Monsters. Ok, c'est pour ça que ce jeu est autant estimé, je pense. L'ambiance, l'atmosphère, le style, surréaliste mais si simple. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien marcher là. C'est apaisant. Et ça, c'est grâce à l'ambiance. Mettre de l'ambiance dans une vidéo, dans une musique ou dans un film, bref, dans à peu près tout ce qui s'écoute et qui se voit, c'est pas compliqué. La plupart du taf est fait par le son. Tu veux une ambiance boîte de nuit foncée, tu mets en fond des bruits de personnes dansant, faisant du bruit ou de la musique. Tu mets la plupart du son un peu ralenti et aussi comme s'il était un peu sous l'eau. Et l'ambiance sonore est là. Pour le visuel, faut juste filmer une boîte de nuit, des lumières multicouleurs un peu partout, un peu au ralenti pour une cohérence avec le son et le tour est joué. Par contre, pour Yomeniki, c'est différent. Faut mettre des grosses bases de musique flippante, ou sinon tu tapes tout simplement musique flippante pour MP3 sur YouTube. Tu mets un fond noir, une solitude accablante et des éléments de décor chelous un peu partout. Voilà, c'est tout ce qui fait ce jeu. Faut reprendre où j'en étais. Ah oui, en marchant, j'ai croisé un nouveau mob qui m'a donné cet effet, qui me permet de retourner au hub des portes quand je veux. Et aussi il y a cette porte. Vous vous souvenez de mon monologue sur l'ambiance? Repensez-y ici.
Ces créatures sont vraiment bizarres. Plus on les regarde, plus elles sont étranges. Le chemin lui aussi est troublant, ce sont tout simplement des traces de pas, quelqu'un est déjà passé par là. Soit c'est pour mettre une sensation déjà vue, soit c'est pour dire qu'on marche sur des pas déjà tracés, que le chemin a été tracé tout pour nous. Bref, qu'il y a un putain de rapport avec le destin. Je pense que je me suis un peu éloigné du thème de base, qui est la progression du jeu. Au bout de ce chemin, on a un téléporteur qui nous mène vers l'enfer, et ça c'est pas cool. J'en ai fini avec ce dernier, mais c'est pas pour autant que j'en ai fini avec ce monde. Comme je vous l'ai dit, il est indispensable dans l'interprétation de Madotsuki. Y a rien qui vous choque ici. Si, bien sûr, les organes. Pourquoi Madotsuki a autant d'organes dans sa... je fais pas des rêves avec des yeux ou des membres coupés partout. La seule explication plausible, c'est que Madotsuki a peur de ces derniers. On pourrait imaginer pour plusieurs raisons. Les yeux, ce serait car il pourrait se sentir observé, qu'elle a peur d'être observée à son insu. Les mains, qui d'ailleurs reviendront beaucoup dans le jeu, seraient présents car Madotsuki n'aime pas qu'on la touche. Voilà qui est intéressant. Madotsuki a donc un gros espace intime et par conséquent n'apprécie pas beaucoup de contact humain. Voilà pourquoi dans le jeu il n'y a pas de dialogue. La septième porte me mène vers ce monde très coloré et très brillant en même temps. Petit remise avec ses sons si j'ai pas la flemme. Bon, à part qu'il est rigolo, ce monde est un peu vide, franchement. Comme d'habitude, il y a que deux choses intéressantes, le nouvel effet caché et puis la porte menant au prochain monde. Là, l'effet est un des plus utiles. À tout hasard, vous trouvez pas que je suis un peu long? Si, clairement. Cette bicyclette va me changer la vie. C'est rapide. C'est cool. Ok, cette porte me mène vers le centre commercial, l'un des endroits où on trouve le plus de personnes du jeu. Comme d'habitude, personne me parle, tout le monde m'ignore pour le plus grand plaisir de Madotsuki. Le centre commercial est très vide et inutile, je sais pas pourquoi ils appellent ça un centre commercial, c'est vraiment des murs bleus, mais c'est sûrement l'interprétation que s'en fait Madotsuki dans la vraie vie. Un endroit ennuyant, inutile. En tout, il y a deux petites portes qui nous mènent vers ces endroits plutôt intéressants. La première pièce est une sorte de salle d'attente, je saurais pas la caractériser. Cette Onigen me change mon interface, ça c'est cool. Ce monsieur est inutile clairement, il fait rien. Mention spéciale à ce poster qui est un monsieur en train de vomir et de pleurer. Ouais, c'est bizarre. Dans la seconde pièce, on a une flûte et un personnage chantant. Et la seconde pièce est intéressante, c'est celle-ci. Ce personnage, une fois une interaction réalisée, se met à déverser son sang sur le sol. Et un peu plus loin de chez lui, il y a un jacuzzi de ce que je pense pas être du ketchup. Ok, cet endroit n'a maintenant plus de secret pour moi. Ça, c'est ce que je croyais avant, quand j'étais jeune ignorant. Non, ça c'est ce que je croyais il y a 2 jours peut-être, car je suis retourné dans ce monde. Et cette fois-ci, en entrant dans la porte, il n'y avait plus de cône. Donc il y avait 2 chemins. J'ai emprunté le nouveau chemin, je me suis rendu sur le toit. Vous allez me dire, ah mais c'est pas intéressant le toit, on s'en fiche. Et vous aurez raison, c'est inintéressant. Mais attendez, ce chat noir, on n'a pas un effet qui me permet de voler? Alors c'est pas intéressant, mais à part voler sans but, il y a un peu rien à faire, je peux vous mentir. Donc je vais désactiver l'effet et...
réveille par terre. Mais on va pas encore passer à la 8e porte car il nous reste un truc à découvrir. Ok, ce monde est vraiment casse-couille. En gros, on a des plaques et quand on marche dessus, bon, vous allez comprendre, hein, de toute façon, vous êtes pas cons. Voilà, j'ai fait ça 10 minutes avant de trouver cette plaque bleue que j'aime de tout mon cœur désormais. Bref, je me retrouve dans ce monde pixelisé. J'ai qu'un seul endroit où aller, c'est dans cet escalier qui me conduit encore dans un dédale. Dans celui-ci, apparemment, il y a un secret que j'ai malheureusement pas trouvé. Le voilà, le secret. Mais en s'enfonçant assez longtemps dans ce labyrinthe de mort, il change d'apparence. Il est en noir et blanc, pour me mener finalement ici. Le White Desert, le désert blanc, c'est un des mondes les plus étranges de Humanity, un monde tracé au stylo sur Paint. Il y a des gens bizarres, des portes, des chemins en forme de main, et cette fille qui me barre le chemin. Mais au lieu de la tuer, on peut faire autre chose qui est bien plus intelligent à faire, que vous verrez quand je pourrai le faire, c'est-à-dire dans, allez, 10 minutes, peut-être moins. Vous voyez, vous sentez cette ambiance pesante, solitaire et dérangeante? Moi aussi je la sens. C'est vraiment bien foutu. À part ça, il y a une porte qui me mène vers ce monde rempli de formes géométriques très bizarres. Je suis super sensible à cette esthétique de distorsion de forme, d'environnement. Par exemple, Doctor Strange Multiverse of Madness utilise ça et il est très vite devenu un de mes films Marvel préférés, avec ces moments où tu comprends rien. Bref, j'aime ça. Et dans ce monde, j'ai trouvé un effet qui permet de me transformer en bonhomme de neige et en fille des glaces, mais rien de plus. La 8e porte nous mène vers ce monde qui est pas ouf, clairement. Et il est étrange, ok, mais il fait pas peur. En gros, il y a des murs par-ci par-là, des bleus, des jaunes avec des motifs dessus. Petit détail, tiens, les couleurs et les motifs sont inversés, c'est-à-dire la couleur est inversée et la forme est mise comme dans un miroir. Voilà. Par terre, il y a des touffes d'herbes, de plantes.
Ah oui, si vous creusez une tache de sang sur le sol, une adorable petite créature rôde dans les parages pour vous donner un nouvel effet. Nous voilà dans les égouts. Comme dans tout égout respectable, des personnes patouchent dans l'eau, bien sûr. Ah oula, c'était quoi ça? Une sorte de monsieur avec des yeux sur les pecs et un autre monsieur greffé à ses fesses. Retour en arrière, on va entrer dans cette porte. Il y a plein de cadres, avec des dessins tous plus bizarres que les autres. Mention spéciale aux deux premiers qui sont très... jolis. Pourquoi tant de corps distordus qui font peur? Dans Yumeniki, tout a une raison d'être. Ouais, ok, peut-être pas tout, mais la plupart oui. Et ça a une raison d'être. On pourrait se dire plusieurs choses. Ikematsuki est comme ça dans la vie réelle. Elle est déformée à cause d'un accident, d'un handicap. On pourrait se dire que Matsuki a vu un de ses proches dans cet état avant de mourir, et donc a développé une peur viscérale de tout ça. Ou bien que ça traîne dans son inconscient, à cause d'une image vue lors de sa jeunesse. Mais au fond, ça sert à rien de savoir ça. Ça nous mène nulle part. Ce qui compte pour l'instant, c'est qu'on marche, qu'on observe et qu'on ressente certaines choses. On débriefera après. Ok, après avoir été mangé par ce truc, me retrouve là. Ce truc qui tourne sert à rien concrètement, mais en se baladant, on trouve des éoliennes et surtout un pêcheur. Grâce à ce pêcheur, on se retrouve sur ce pont. Ce pont est cool, avec ce petit dropfish qui est devenu mon pote, on s'amuse bien quand même. Bref, ce pont nous amène qu'à un seul et unique endroit. Le couloir encore. Du coup, je vais visiter le reste des égouts, je chope un nouvel effet et on est bon. La 9e porte nous mène de monde en monde vers un point précis. Vous allez comprendre. En passant la porte, on arrive dans un monde enneigé. Il n'y a quasiment rien à y trouver, sauf un nouvel effet, celui d'une femme vivant dans un village des neiges. Un seul igloo, celui-ci nous permet d'entrer dans un autre monde, la mer Rose. C'est une mer rose. Au nord se trouve un ballon vert qui nous sert de téléporteur pour nous amener ici. Vous connaissez cette pièce, vous connaissez ce secret, c'est l'un des plus connus venant de Yumeniki. Voici la chambre de Poniko. Mais en éteignant la lumière, on a une mince chance de voir... Uboa. Cette chose. En interagissant avec, son visage se déforme et on arrive dans ce monde. Infini, plat, ennuyant, légèrement flippant à cause de ces créatures derrière. Cette porte, ce monde enneigé et cette mer rose avaient pour seul but de nous mener ici vers Uboa dans ce monde. Pourquoi? Pour marcher indéfiniment? Bizarre. Ce monde est horrible, on est obligé d'utiliser la lampe, donc pas la bicyclette et c'est horriblement long. Les seules choses intéressantes sont ces créatures étranges mais inutiles. Ce monde est vide. Le seul effet y trouvé, j'ai déjà pris dans l'aventure. Ça c'est ce que je croyais il y a pas longtemps avant de refaire un tour dans ce monde. En cherchant très longtemps, je suis tombé sur cette porte, nous menant dans ce monde désertique. En allant à droite, puis en haut, une sympathique maison nous attend.
Ok, étrange. Retour vers la porte. En allant à gauche, cette fois-ci on accède à un monde beaucoup plus grand et plus vaste. Cette feuille d'aluminium nous attend pour nous donner son effet. Et en allant vers l'ouest, on a cette maison. Dans cette maison, une créature très spéciale prend son main. Je sais pas pour vous, mais pour moi et pour les membres de la communauté du Yubiki, elle ressemble pas mal à un cordon ombilical. En allant à gauche tout le temps, on se rend dans un pique-nique, mais pas n'importe quel pique-nique, celui des Torii Ninja. Vous voulez des trucs flippants? Ok. En montant au nord, on trouve des plantes qui semblent vivantes, avec un truc rouge au milieu. On continue, on voit des poteaux avec des carrés, ok. Et une pyramide. Cette pyramide est très spéciale car un événement peut s'y produire. Vous voyez ce point qui est tournoie là, c'est une personne en fait. Une personne qui tombe du ciel. On arrive dans le jardin public. Il y a des bancs, des arbres, des fontaines, une quille de bowling vivante. Mais dès qu'on la touche, elle se TP. Comment arriver à interagir avec elle? Je vais lui tendre un piège, vous savez quoi? Viens ici. Oh, bon spoiler, je vais pas y arriver. Sinon, à l'est, on est à un bâtiment en briques. Ce monde est appelé le monde fantôme. Il est bizarre, sombre, bétonneux et vide. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur l'ambiance il y a un moment? Repensez-y un peu ici. Seul ce petit fantôme me donne une couronne qui me permet d'être invisible. La 11e et avant-dernière porte renferme plusieurs indices sur la compréhension de Madotsuki. Je vous les dirai lorsqu'on en sortira. Essayez de les trouver par vous-même un peu. Ok, bienvenue sur la route. En gros, ce monde est une route bordée de forêts sous la pluie. Parfois, les chemins s'ouvrent au nord et on peut littéralement rien nous trouver. Un genre où il y a un arbre et un lampadaire, c'est un peu ouf. Mais parfois, sur la route, on peut trouver une sorte de méduse. C'est tout ce qu'on peut y trouver si on part à gauche. Mais si on part à droite... on trouve ça. Retenez ça. Retenez que ça a la forme d'un utérus. Retenez tout ça. Ce sera super important.
On arrive dans une autre version de la route longée d'une forêt. Encore une fois, il y a des choses très intéressantes. Ok, c'est bizarre. De retour sur la route, on voit ce cadavre. Retenez cette information, ce cadavre nous donne un nouvel effet, un feu de signalisation. Et ce feu de signalisation va me permettre de débloquer un event assez spécial. Cet event concerne cette fille dont je vous ai parlé avant. Pourquoi il y a des bras sur tout le corps? Ouais, cet event est vraiment bizarre. Hein. Avec les utérus ici, le cordon ombilical là, une minuscule chance que dans le ciel, il se passe ça. Qui ressemble apparemment à un fœtus atteint d'une anomalie. Le rapport à l'enfance et à la sexualité est clairement là. On peut se dire deux choses. Déjà, Madotsuki a un rapport très étroit avec l'enfance. Elle peut par exemple avoir plein de frères et sœurs qu'elle a élevés, ou peut-être qu'elle était fille unique, elle rêvait d'avoir des sœurs, mais je pense pas. Ou sinon, elle peut avoir vécu un traumatisme en rapport avec l'enfance et la sexualité. Un VIOL peut-être? Ouais, je peux pas le dire. Ce qui expliquerait pourquoi il a peur des utérus, étant montré de manière à faire peur et étant dérangeant. Pour la seconde hypothèse, prenez les utérus, mélangez-le avec le fait que tous les personnages ou presque dans le jeu sont pas genrés. Mélangez et on obtient l'hypothèse que Madotsuki est non binaire. Cette hypothèse est très appréciée car elle permet à Madotsuki de ne pas mourir. Mais je l'ai déjà vu ce monde. Non mais genre le seul effet et le seul autre monde qui sont présents, je les ai déjà trouvés plutôt. Bah du coup on en a fini avec les portes. Hein. Ou quoi? D'abord il me faut absolument tous les effets si je veux finir le jeu. Il m'en manque un dans le monde néon. Donc hop, voilà, je suis un chat, c'est bon. Mais il m'en manque un dernier. Pour ça faut que j'aille dans le dernier monde. Oh mais il y a peu de portes que t'as pas explorées donc c'est bon. Ouais, ou pas en fait. Hein. Du coup, on descend les escaliers dans une atmosphère plus que pesante. Voilà mon 24e et dernier effet, mais on va pas s'arrêter là. Vous savez où on est là? On est dans un putain de vaisseau spatial. Dans un vaisseau spatial, dans Yumeniki. Je sais pas si c'est à mourir de rire ou terrifiant. Du coup, on a le capitaine qui fait une tête plus que bizarre et qui commande le vaisseau avec un piano. Ok. La seule chose que je peux faire, c'est dormir. Donc dormons. Hein. Ouh là là là, c'est quoi ça? C'est la panique à bord. En plus, ça veut jamais s'arrêter. Même le musicien est paniqué, regardez.
Oula, ah, quoi? Vient vraiment d'atterrir sur Mars dans le plus grand des calmes? Vu l'affolation du capitaine, on s'est plutôt craché sur Mars, mais même. Mais ça vous rappelle rien, ça, la panique d'un accident, si bien sûr le cadavre de la route. Motsuki a vécu des trucs extrêmement difficiles pour une enfant apparemment. Le seul chemin possible me mène vers ce haut de montagne où je suis bloqué. Il y a juste un tout petit trou. Bon, j'arrive dans ce qui semble être une salle avec des machines et une créature composée d'un pied et d'un œil. Discutons un peu avec elle et remettons les choses au clair. Motsuki est une fille à problème. À quelques détails près, elle est traumatisée. Traumatisée par cet accident qui a tué un de ses proches. De retour sur la route, on voit ce cadavre. Retenez cette information, ce cadavre nous donne un nouvel effet, un feu de signalisation. Traumatisée par sa viol. Motsuki a vécu des trucs extrêmement difficiles pour une enfant apparemment. Ces traumatismes ont bien sûr laissé des séquelles. Motsuki est extrêmement refermée sur elle-même. Viendront beaucoup dans le jeu seraient présents car Motsuki n'aime pas qu'on la touche. Voilà qui est intéressant. Motsuki a donc un gros espace intime. Elle reste tout le temps dans sa chambre, elle a une sphère d'intimité extrêmement grande. Comme d'habitude, personne ne parle. Tout le monde m'ignore pour le plus grand plaisir de Motsuki. Et elle déteste le contact humain. Elle ne vit plus dans la réalité, elle vit dans ses rêves. Le jeu se passe dans nos rêves. Elle s'évade dans ses rêves et réalise ses désirs d'exploration, d'aventure, ses pulsions meurtrières. Bah oui, quand on y réfléchit, rien nous fait mal dans le jeu. Ce truc-là qui m'a enfermé, c'est une Torin Engine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous emprisonne si on la touche. Donc faut pas les toucher. Ok, il y a les Torin Engine, mais elles nous enferment, elles nous font même pas de mal alors qu'on a une barre de points de vie. Mais Motsuki, elle peut tuer tout le monde quasiment. Mais surtout, élément le plus important, Motsuki est atteinte de dysphorie, genre, hypothèse prenez les utérus, mélangez-le avec le fait que tous les personnages ou presque dans le jeu sont pas genrés. Mélangez et on obtient l'hypothèse que Motsuki est non-binaire. Elle sait pas si elle est un garçon ou une fille, elle veut pas être l'un ou l'autre. Bref, on arrive à la fin de cet arc, on arrive à la fin de cette aventure. On arrive à la fin de cette période où elle s'enfermait sur elle-même, où elle vivait dans ses rêves, car maintenant elle en a fait le tour. Elle s'est suffisamment endurcie pour enfin annoncer à ses proches son identité, se reconnaître comme une personne s'assumant, étant pleinement consciente de ses choix de vie. Elle va faire son coming out.